On the brink of World War II, physicist Albert Einstein, refugee in the United States, was concerned about European scientific progress. Warned by one of his former students, Leo Szilard, a Hungarian Jew who fled Nazi Central Europe, he decided to warn President Franklin Roosevelt that the French and Germans would soon manage to break the nuclear secret and could make a new weapon of unimaginable power. This was the beginning of a terrifying era. A race against time began mobilizing scientists, politicians, and secret services. This is the most incredible and secret of battles of World War II. This was called the Heavy Water War. Es muss dieses Ergebnis dann der Welt beweisen, für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer. Deutschland, Sieg heil! Die Nuklearforschung erlebt im Dezember 1938 einen Umsturz, wie man ihn kaum für möglich gehalten hat. Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann entdecken die Kernspaltung. Das war gar nicht ihr Ziel gewesen. Sie hatten eigentlich vor, Radium zu erzeugen und haben eher zufällig die Entdeckung der Kernspaltung wurde im Januar 1939 weltweit bekannt, weil ein Artikel sehr rasch publiziert worden ist, in dem Otto Hahn seine Versuchsergebnisse darlegen konnte. Also die ersten Physiker, die eine abschließende Versuchsreihe auf den Weg gebracht haben, um die Erkenntnisse von Hahn zu bestätigen oder zu widerlegen, waren Franzosen unter der Leitung von Joliot-Curie. Frédéric Joliot au Collège de France comprend immédiatement que, puisqu'on envoie des neutrons, il y en a d'autres qui sont produits, peut-être une réaction en chaîne est possible. C'est clair que la découverte de la fission produit un emballement dans la communauté scientifique internationale. C'est-à-dire, toute personne qui entend parler que oui, l'uranium se casse, les gens, les physiciens et les chimistes commencent à étudier ça. Les savants qui travaillaient sur les recherches nucléaires, les recherches atomiques à cette époque-là, ça restait un nombre restreint de personnalités, mais qui exploraient un des domaines qui était jugé alors l'un des plus prometteurs. C'était des personnalités qui pouvaient avoir un engagement politique, un engagement en faveur de la paix. Et je pense notamment en France, si on parle de Frédéric Joliot-Curie, un peu la personnalité qui mérite d'être mise très en avant. Frédéric Joliot-Curie did not work alone, but with his wife Irene Curie, the daughter of Pierre and Marie Curie. Together they were awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1935. Ma mère a publié avant mon père. C'est clair que c'est Irène Curie qui est là, le point d'ancrage. Le couple Joliot-Curie avançait main dans la main pour tout ce qui avait trait à la recherche elle-même sur le nucléaire, sur l'atome. Et évidemment, son rôle a été tout aussi déterminant que son époux. Simplement, lui a été beaucoup plus engagé par la suite dans ce qu'on peut appeler la bataille de l'eau lourde. Dans l'austère décor du Collège de France, le professeur Joliot-Curie parle d'avenir et d'espoir. La science, l'industrie, la civilisation pourront progresser à pas de géant lorsque nous saurons contrôler la désintégration massive de l'uranium. Mais il nous faudra encore beaucoup chercher. Mais un jour, nous serons maîtres de cette immense réserve d'énergie. Ce sera une ère nouvelle.
L'humanité tout entière en profitera, je sais. En ce mois d'avril 1939, l'horizon politique est sombre. Und Curie hat im April 1939 einen Artikel veröffentlicht, wo er gesagt hat, ja, der Atomkern lässt sich spalten, der Urankern lässt sich spalten, damit entstehen gewaltige Energien. Er hat also die Entdeckungen von Otto Hahn als erster Wissenschaftler in der Welt bestätigt. Was nicht in der Zeitung stand, war, dass Joliot sofort damit begonnen hat, das Militär zu informieren und einen militärischen Versuchszweig begonnen hat, aufzuziehen. In Deutschland war das ganz ähnlich. Da gab es mehrere Physiker, die an das Heereswaffenamt Briefe geschrieben haben und sinngemäß gesagt haben, wer als Erster in der Lage ist, diese Technologie zu beherrschen, der wird die Welt beherrschen. La veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, avant que les armes se mettent à parler, il y a deux pays qui sont vraiment à la pointe, c'est la France et l'Allemagne, dans ce qu'on peut appeler la course à l'atome à l'époque. Au final, quelques mois plus tard, le déclenchement de la guerre va isoler l'Allemagne du reste du monde. L'équipe française et les équipes américaines avaient une très mauvaise connaissance, sinon une méconnaissance complète, de ce que faisaient les Allemands. Et c'est aussi cette méconnaissance qui a encore plus accéléré les recherches, puisque ne sachant pas à quel point ils en étaient arrivés, la motivation était toujours de faire le pari le plus pessimiste possible, à savoir ils sont en avance. La lettre que Albert Einstein adresse au président Roosevelt au début du mois d'août 1939 pour lui annoncer que les Allemands pourraient très bien être engagés sur cette voie et arriver avant tous les autres à produire une arme meurtrière à un niveau jamais atteint auparavant et qui pourrait faire balancer le sort de la guerre très rapidement en leur faveur. Et que dans ces conditions, une course doit s'amorcer, puisque si on les laisse faire seuls, ils risquent d'y arriver, et cette découverte, au final, peut être déterminante pour l'issue de la guerre. Il est nécessaire pour notre prestige et pour les progrès de la science, dont chacun profite d'autre part, que l'on donne aux jeunes chercheurs les moyens qui leur manquent actuellement. Frédéric Joliot-Curie a cette initiative quand même assez forte qui est d'aller voir le ministre de l'Armement qui s'appelle Raoul Dautry, qui est un ingénieur qui est formé et conscient de ces questions-là. Et quand Frédéric Joliot-Curie, qui est prix Nobel, un homme extrêmement sérieux, un homme qui ne plaisante pas avec ses sujets de recherche, lui présente les voies dans lesquelles il est engagé et ce vers quoi elle pourrait aboutir. Évidemment, il obtient tout de suite l'oreille de Dautry, le soutien de Dautry, qui porte après sa parole, on va dire, au sein du gouvernement de Daladier. Cette sensibilisation des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, permet d'aboutir à la création d'un nouvel organisme en France. Le 19 octobre 1939, c'est le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Alors, a posteriori, on peut établir un lien assez évident entre tous les événements autour de l'eau lourde et tous les événements autour de la mobilisation sur l'atome et la création du CNRS. 6 semaines plus tôt, l'Allemagne envahit la Pologne. Dans la foulée, l'Angleterre puis la France lui ont déclaré la guerre. Une des missions principales du CNRS à sa création, c'est de mobiliser la recherche française en vue d'obtenir une victoire plus rapide sur l'ennemi. Vous voilà, Kowarski. Monsieur, je m'excuse. Vous arrivez à point. Je venais juste de dire à Alban que le moment est venu de décider de l'orientation que nous allons donner à la suite de nos expériences. It was only after the war in 1948 that this scientific commitment was revealed to the greater public thanks to a film. An exceptional feature film in which each shot, each frame, each comment was elaborated according to meticulous investigation with all the customary checks. A historical film of rare accuracy, an unusual and original document since all the leading parts of the story were portrayed by themselves, starting with Frédéric Joliot-Curie. L'eau lourde nous permettra d'avancer plus rapidement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un produit très rare. Et la quantité dont nous disposons au laboratoire est très insuffisante. Alors, l'eau lourde, on l'appelle un modérateur, c'est-à-dire c'est un élément qui est absolument nécessaire aux yeux de Frédéric Joliot-Curie à ce moment-là, dans les expériences qu'il veut mener, c'est-à-dire que l'eau lourde permet de ralentir les neutrons pour entretenir cette réaction en chaîne qu'on souhaite
justement maintenir en vue d'un dispositif de production d'énergie. Alors, l'eau lourde, qui est quoi ? Qui est un isotope rare de l'eau, qui représente une toute petite proportion de l'eau et qu'on peut obtenir par électrolyse. Et il y a un endroit au monde, je crois, où on peut retrouver, avoir des quantités importantes d'eau lourde, c'est l'usine norvégienne de la Norsk Hydro. Et voilà cette usine. À flanc de vallée, 7 étages d'acier et de béton. Une véritable forteresse, mais apparemment vouée à la pacifique fabrication d'engrais chimiques. 20 conduites géantes amènent du haut de la montagne les eaux d'un lac vers l'usine qui est aussi la plus puissante centrale hydroélectrique du monde. Mais au fond de cette forteresse industrielle, l'énorme masse d'eau décomposée par l'électrolyse livre également goutte à goutte le produit rare qu'elle contient, l'eau lourde. Quelques grammes d'eau lourde par jour. Cette eau lourde va faire de l'usine de Vemork, à Rjukan en Norvège, l'un des pôles d'attraction de la guerre secrète. Et Joliot s'inquiète de tout ça et dit il faut absolument qu'on récupère ces stocks, à la fois parce que nous en avons besoin pour nos recherches, mais aussi parce qu'il ne faut pas que l'Allemagne se dote d'une arme nucléaire dont on peinait encore à imaginer tous les contours. À Paris, Raoul Dautry, ministre de l'Armement, reçoit le professeur Joliot-Curie. Il faudrait donc tout de suite négocier l'achat du stock d'eau lourde, environ 160 litres, qui se trouve à Vemork, et l'amener à Paris. Tout à fait d'accord. La possession de l'eau lourde de Vemork est d'un intérêt capital, et je crains que les Allemands ne nous aient déjà devancés. En effet, à Oslo, l'envoyé du Troisième Reich est assis devant M. Aubert, directeur général de la fameuse usine forteresse. Die Reichsregierung legt größten Wert darauf, dass dieses Geschäft so schnell wie möglich zum Abschluss gebracht werden kann. Noch einmal müssen wir tief bedauern, dass wir ihnen nicht entgegenkommen können. Når krigsutbruddet kom i 1939, så var franskmennene svært interessert i å få tak i tungtvann til sin forskning i Paris. Men i forkant av det, i januar 1940, så kom det en tysk sendemann som representerte den tyske stat og forskermiljøet i Tyskland, og ville kjøpe tungtvannsbeholdningen som lå på Rjukan. De fikk avslag, for de hadde ikke noen god forklaring på hva de skulle bruke det til. Og i mars 1940 så kom det en franskmann, Jacques Allier, besøkte direktøren, oppsøkte Norsk Hydro og ba dem om tungtvann. Et à Paris, Raoul Dautry reçoit en présence de Joliot-Curie un mystérieux personnage. Donc, vous êtes volontaire pour cette mission en Norvège. Vous êtes en effet tout désigné pour mener à bien cette négociation. Il est inutile, n'est-ce pas, que je revienne sur les risques de l'opération? Tout à fait inutile, monsieur le ministre. Ne perdez pas une heure. Vous savez comme moi que l'Allemagne peut attaquer la Norvège d'une minute à l'autre. Alors une décision importante est prise le 20 février 1940 dans le bureau de Raoul Dautry, c'est d'envoyer Jacques Allier en mission en Norvège auprès de l'usine Norsk Hydro, qu'il connaît bien, afin de récupérer un stock d'eau lourde de quasiment 200 litres. Cette usine s'est montée grâce à des capitaux de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Mon grand-père Jacques Allier travaille à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Il est l'émissaire de cette banque auprès de cette usine. Et très rapidement, je crois, il a noué des liens à la fois d'estime professionnelle, mais aussi il y a un véritable affect et de l'amitié vis-à-vis des Norvégiens et vis-à-vis des responsables de l'usine de la Norsk Hydro. J'ai toujours su que c'était une mission risquée et qu'il avait assez rapidement compris, mon grand-père, qu'il était effectivement repéré par les Allemands. Donc il a été à la Norsk Hydro où il a rencontré les responsables de cette usine et notamment donc monsieur Axel Aubert, qui était un Norvégien avec qui il avait d'excellentes relations depuis déjà plusieurs années. Et il lui a expliqué qu'il venait, au nom du gouvernement français, pour négocier le rachat des stocks d'eau lourde, de la totalité des stocks d'eau lourde dont disposaient les Norvégiens. Il s'est permis, alors que tout était absolument totalement secret, de dire à cet Axel Aubert le but réel aussi, de pouvoir ramener cette eau lourde pour des raisons de guerre. Et Aubert, qui était pourtant neutre, comme la Norvège était en position de neutralité, lui a dit, je crois avec beaucoup d'émotion,
que c'était une raison de plus pour lui de lui remettre cette eau lourde, qu'il n'était pas question que la France paye quoi que ce soit tant qu'elle n'aurait pas gagné, et que si la France perdait la guerre, malheureusement, peut-être que lui serait mis en cause pour ce qu'il avait fait, mais qu'il l'assumait la tête haute. Et par une nuit glaciale de mars 1940, le seul stock d'eau lourde existant au monde quitte l'usine forteresse de Weymork par les routes enneigées du Télémaque. Mon grand-père est reparti à Oslo avec, il y avait à peu près 200 litres d'eau lourde, 28 bidons. Et donc mon grand-père, aidé par les services secrets, a élaboré un scénario pour tromper l'Allemagne. En fait, il y avait 2 avions qui décollaient. Il y en avait un qui partait pour Amsterdam et un qui partait a priori pour Édimbourg, en tout cas pour l'Écosse, à peu près en même temps. Et donc mon grand-père a réservé des places sur les 2 avions, mais l'objectif était de faire croire aux Allemands qu'il allait faire Oslo-Amsterdam. En réalité, l'avion qui allait en Écosse était un peu en embuscade derrière, et mon grand-père était redescendu par la soute pour remonter dans l'avion qui partait à Édimbourg. Les bidons d'eau lourde et Jacques Allier et ses sbires ont pris l'avion pour Édimbourg. Et donc ils ont atterri sans encombre pendant que l'avion d'Amsterdam était détourné par la Luftwaffe, fouillé intégralement. Et voilà, le tour était joué. Des pierres seulement dans cette valise-là. Oslo, Édimbourg, Édimbourg, Paris, l'eau lourde dans ses bidons repose enfin au fond des caves du Collège de France. Three weeks later, on April 19, 1940, Germany attacked and invaded Norway. Although the Germans were extremely interested in the heavy water factory, this invasion was mainly strategic for the Third Reich. They wanted to control the sea routes and access to the Atlantic Ocean. It was only later, in May 1940, that Hitler decided to invade and occupy France. First the Ardennes, then Paris, the Wehrmacht's swift invasion caused a massive exodus of French people fleeing towards the south. This was the downfall. Ce qui fait que Frédéric Joliot-Curie et ses collaborateurs sont contraints de faire transiter cette eau lourde, c'est quand même 200 litres dans des bidons, c'est encombrant, dans un pays qui est en pleine catastrophe, en plein écroulement. Et donc ils embarquent à bord de quelques véhicules. Un de ces véhicules est d'ailleurs conduit par Joliot-Curie lui-même. À ses côtés, il y a sa compagne qui est à ce moment-là aussi très gravement malade. Et donc, par étapes successives, on arrive tout d'abord à Clermont-Ferrand. On crée un petit laboratoire secret près de Clermont-Ferrand. Et on y déménage, autant qu'on le peut, ce qu'il faut pour refaire les expériences, avec l'idée qu'on arrivera à arrêter les Allemands à la Loire. On va encore travailler là où c'est pas occupé. Dans une villa de Clermont-Ferrand, Joliot-Curie et ses collaborateurs ont installé en un temps record un laboratoire de fortune. Tout à l'heure, vous partirez pour Bordeaux. J'ai obtenu du gouvernement un ordre de mission vous chargeant de continuer les recherches hors de France avec l'eau lourde. Et ensuite, le convoi du Collège de France se dirige vers Bordeaux. En cours de route, Irène Joliot-Curie, elle, doit s'arrêter. Elle va se reposer dans un hôpital, un sanatorium. Et c'est Frédéric qui va arriver jusqu'à Bordeaux. Un navire réussit à quitter Bordeaux avant l'arrivée des Allemands. À son bord, l'eau lourde fuit vers les laboratoires anglais. Frédéric Joliot-Curie decided to stay in France to look after his wife, Irene Curie, suffering from tuberculosis in hospital. A few weeks later, they went back to Paris where the Germans occupied their laboratories at the Collège de France. The Joliot-Curie returned to their work, but intentionally sabotaged experiments that were too sensitive. As for the French heavy water, it had reached England and was then sent across the Atlantic Ocean. The Germans had no other option than to turn to Norway to get some.
Nå sitter vi i gamle Vemork kraftstasjon. I tillegg så, Vemork var jo det eneste stedet i Europa, og kanskje også i verden, hvor det ble produsert tungtvann i så stor skala. Det vil jo si at ekspertisen på tungtvannsproduksjon, den var jo nettopp her. Og da er jo tungtvannet på tyske hender. Tyskerne beordrer og Hydro setter i gang økning av tungtvannsproduksjonen. L'eau lourde devient un enjeu capital pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne fait main basse et met sous coupe réglée l'usine Norsk Hydro afin qu'elle produise de l'eau lourde pour les savants allemands et notamment pour Heisenberg qui est le plus engagé dans ses recherches en Allemagne. Heisenberg und Weizsäcker hatten ausgerechnet, sie brauchen ungefähr 5 Tonnen schweres Wasser, dann könnte ein Reaktor funktionieren. Und deshalb ist die Schwerwasserproduktion in Norwegen hochgefahren worden. Dans cette bataille, les Allemands marquent pourtant un point capital. Ils n'ont pas eu le stock, ils ont l'usine. Mais si là-bas leurs exigences se donnent libre cours, ils se heurtent déjà à la résistance intérieure de l'usine. 5000 Kilo, mein Herr. 5000. Dieses Jahr. Unmöglich, dazu brauche ich... Was Sie brauchen, bekommen Sie. Ich brauche 5000 Kilo. Auf Wiedersehen. Dans la direction, dans les cadres, parmi les ouvriers, la résistance norvégienne bâtit son premier réseau. Hva var det den karen ville for noe? De vil at vi skal øke tungtvannsproduksjonen. Vet du hvorfor? Hvis det er det jeg tror, så må vi underrette de allierte omgående. Da britene også fant ut at det var mulig å lage en atombombe, gikk alarmen. Og da bestemte man seg for å ødelegge det tyske prosjektet ved å sette Vemork ut av spill. Nordmennene som var med på aksjonen, på disse 2 første, det var unge gutter som hadde reist til England for å delta, for å lære seg, for å øve og bli gode soldater, sånn at de kunne komme tilbake for å slåss mot okkupasjonsmakten i Norge. Det var vanlige norske gutter. De var mellom 23 og 28 år gamle denne gangen. Og de kom fra forskjellige steder i Norge, fra forskjellige lag av samfunnet. Men alle hadde tatt seg over til Storbritannia for å komme i militær trening og utdanning. For å komme tilbake til Norge, for å gjøre det vanskeligst mulig for tyskerne, og kanskje forsøke å kaste dem ut av landet. Det var jo deres oppdrag. Joakim Rønneberg, som var 21 år da han flykta fra Norge til England. Han var 23 år da han ble pekt ut til å være leder for denne aksjonen. Før han dro til England hadde han ikke militær utdannelse fra Norge. Han hadde ikke vært med i kampen i 1940, og han var yngst av de alle. Wir sitzen hier im berühmten Bunkerlaboratorium des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik. Dieses Labor ist sehr aufwendig errichtet worden. 1942 und 1943 wurde es gebaut mit dicken Wänden, um Strahlung nach außen zu verhindern. Es war sehr modern für die damalige Zeit eingerichtet. Mit einem Greifarm konnte also Uran und schweres Wasser hier hineingesteuert werden, damit den Physikern nichts passiert. Bis zum Sommer 1941 war das Deutsche Reich in der Uranforschung voraus. Die Kernspaltung ist in Deutschland entdeckt worden. Es gab einen Uranverein mit ca. 100 Wissenschaftlern, der dem Militär unterstellt war. Und dieser Verein hatte sich der Frage zugewandt, ob es möglich ist, eine Uranmaschine zu bauen. Heisenberg eine Anordnung favorisiert, bei der es darum ging,
Uranplatten und schweres Wasser zu kombinieren. Also es ist eine Art Schichtenreaktor gewesen. Eine Uranplatte, dann kommt schweres Wasser hinein, dann kommt wieder eine Uranplatte, dann wieder schweres Wasser in einer Kugel. Es gibt eine Reihe von Indizien dafür, dass Heisenberg nicht wirklich bis zu der Entscheidung kommen wollte, eine Bombe zu machen. Im Sommer 1941 war auch klar, dass diese Maschine nicht nur der Energiegewinnung dient. Werner Heisenberg, Nobel Prize winner in 1932, was one of the most promising researchers of his generation. He was acknowledged as such by the international scientific community. Before the war, he was close to Einstein and the Joliot-Curie couple, with him here at the Physicists' Congress at Solvay in Belgium. Heisenberg war kein Nazi. Im Gegenteil, Heisenberg ist in den späten 30er Jahren von NS-Blättern, dem Schwarzen Chor, angegriffen worden und sogar als weißer Jude bezeichnet worden, weil er Einstein sehr nahe stand, zumindest was die Anerkennung der Leistung von Einstein betrifft. Und das haben ihn Teile der SS sehr übel genommen und attackiert. Also er war richtig unter Druck. Les Joliot-Curie, tous les deux, étaient membres des comités antifascistes. Mais ce n'était pas, si vous voulez, les leaders d'opinion des intellectuels français. Langevin est engagé contre le fascisme, c'est une grande figure antifasciste de l'entre-deux-guerres des années 30. À l'arrestation de Langevin, c'est un point de départ pour la résistance universitaire qui va donc mettre mon père en contact avec des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés sans ça. Il va prendre les contacts qu'il faut avec les groupes de résistance pour faire en sorte que ma mère puisse partir avec les enfants et être envoyée passer clandestinement en Suisse. Donc on va partir et lui va rentrer réellement dans la résistance. When in Paris, the scientists entered the resistance and Joliot-Curie joined a clandestine network. At the same time in Wehrmacht, Norwegian resistance members took action. Sabotasjen mot anlegget på Vemork, denne Gunnerscheid, målet, og der venter altså et oppdrag. De skal sprenge fabrikken og tilintetgjøre tungtvannsproduksjonen. Hør her, alle sammen klar over hva de har å gjøre? Les 9 hommes vont se mettre en route. Objectif, la petite pièce au fond de l'usine forteresse, où goutte à goutte, l'eau lourde guettée par les savants et par les chefs de guerre tombe dans les cuves. Voie d'accès, longue et périlleuse. D'abord, les 9 patriotes saboteurs devront descendre jusqu'au fond de la faille rocheuse qui s'ouvre au pied de l'usine. Puis ils devront escalader la falaise abrupte de l'autre versant. Et de là, s'engager à découvert le long de la voie ferrée qui pénètre dans l'usine. Partout ailleurs, ce ne sont que mitrailleuses et champs de mines. Og kjørte ut den første biten på ski nedover. Og da var alle kledd i britiske militære uniformer og hadde hvite overtrekksdrakter over. Men når de kom til dette stedet, så hadde de allerede tatt av seg skiene. Så nå gikk de og bar skiene nedover brattbakken her. Og når de kom til dette stedet, så fikk de jo det første utsynet mot Vemork. Så de fikk se ned til målet. Og det er klart at det pumpet litt ekstra når de kom her og fikk se ned. Og visste at dit skulle de. Men imellom fabrikken vi ser,
De løper ut, og ikke mer enn 10-15 meter på utsiden av fabrikken, så får de den store eksplosjonen bak seg. Og den tyske øverstkommanderen i Norge, nemlig rikskommissær Josef Terboven, og generaloberst Nikolaus von Falkenhorst fra tysk side, kom altså på inspeksjon på Vemork. Og Falkenhorst sitert ved at han sier at det den flotteste sabotasje han har sett under hele denne krigen. Großartige Sabotageleistung. Dies muss alles sofort wieder aufgebaut werden. Aber wir können sofort. Und damit die Zeit, die durch diesen Unfall verloren gegangen ist, wieder eingeholt werden kann, verlangt das Reich noch bedeutend gesteigerte Produktion. Det som skjedde på Vemork etter Gunnerscheid var jo at anlegget på tysk forlangende ble bygget opp igjen. Og allerede i slutten av august samme år så produseres det jo tungtvann her på Rjukan, på Vemork. Pour arriver à un objectif militaire, donc à une bombe, des bombes. On en était quand même très loin. La conviction de mon père, c'est que c'était totalement hors de portée avant d'arriver à bien autre chose. La lettre d'Einstein a été l'acte numéro 1 de la prise de conscience des autorités américaines que la fission de l'uranium, son utilisation dans une réaction en chaîne, pouvait aboutir à des dispositifs producteurs d'énergie, mais pouvait aussi aboutir à une réaction super accélérée, explosive, qui pouvait faire une bombe. Et pour faire plus et plus vite, eh bien, personne n'aurait encore imaginé le projet Manhattan. Et la puissance économique qui a été mobilisé pour ça. $20 billion were spent to carry out the Manhattan Project. 130,000 people, under the scientific supervision of researcher and physicist Enrico Fermi, worked 7 days a week, 365 days a year, to make the first atomic bomb in history. And to win this race against time, everything was deployed by the Allies to slow down German research. Ab 1943 wurden die Luftangriffe auf Berlin und auf die ganzen Großstädte immer stärker. Und da haben sich die verantwortlichen Wissenschaftler überlegt, wohin können wir mit unseren Versuchen ausweichen. Und 1943 waren denen in Berlin wohl zwei Dinge schon klar. Einmal, der Krieg ist verloren und zum Zweiten, die Russen werden als erstes in Berlin sein. Und denen wollten sie auf keinen Fall in die Hände fallen. Deswegen haben sie gesagt, wir gehen möglichst weit nach Westen. Der Umzug war natürlich sehr schwierig. Das ganze Material wurde Ende 1944, Anfang 1945 von Berlin in einer abenteuerlichen Fahrt nach Haigerloch gebracht. Also in diesem Keller wurde Bier gelagert, und zwar das Bier vom Schwanenwirt. Die Hauptwissenschaftler, die hier gearbeitet haben, war Heisenberg, Weizsäcker und Wirtz. Wirtz war schon der ingenieurtechnische Leiter, Heisenberg der Gesamtleiter und Weizsäcker eher der Theoretiker. Erste Füllung 7:15 Uhr. Stopp! In this Hagerloch cellar, far from Allied bombings and the Soviet threat, German scientist Heisenberg, with his team, seemed close to creating the first atomic bomb in history.
They requested all the heavy water from the Vemork Norwegian factory be repatriated to carry out their experiments. Heisenberg hat 5 Tonnen als ausreichend bezeichnet, um einen Reaktor zu bauen. Denne prosessen den foregår jo i flere stadier, og etter hvert økende konsentrasjon. Londres, minutieusement tenu au courant, apprend par eux qu'un important stock d'eau lourde est de nouveau en train de s'accumuler au fond de l'usine. Le haut commandement allié ordonne, à tout prix, empêcher que l'eau lourde n'arrive jusqu'aux laboratoires ennemis. Détruire convoi coûte que coûte, par tout moyen. Ordre impératif de succès. På dette tidspunktet har Milorg sine folk inne på Vemork, på laboratoriet der, og får noen nøyaktige informasjoner om når denne transporten til Tyskland skal foregå. Og samholdt med SOI i London, så blir sabotører som er igjen i fjellet inne på Hardangervidda, gitt ordre om å stanse den transporten. Etter en del diskusjon finner de ut at den sikreste måte å stanse denne transporten på, det er å forsøke å senke jernbaneferga på Tinnsjøen, som skal frakte hele togsett over Tinnsjøen på vei mot Tyskland. Jeg liker ikke denne jobben, Ede. Det kan koste menneskeliv. Hvis tyskerne får tungtvannet, så kan det koste mer. Går den riktig denne klokka? Ja. De får komme oss av gårde. Natten til 20. februar 1944 så sniker Knut Haukeli og 2 sabotører til seg ombord i ferja Hydro og plasserer en tidsinnstilt bombe i bunnen av ferja. Der er fergen dårlig bevoktet. De tar seg ombord i fergen og ned i bunnen av båten, hvor de plasserer en tidsinnstilt sprengladning ved hjelp av 2 vekkerklokker, som er stilt slik at når viserne treffer hverandre, så eksploderer det. Dans 9h55 à 10h45 du matin. Og så rømmer de ut av båten og hele veien opp på Hardangervidda igjen, og blir borte i fjellet. Og den påfølgende dag så kjøres jo denne dyrebare last som skal til Tyskland ombord i ferga, og ferga legger fra kai og seiler utover Tinnsjøen. Så denne formiddagen så mistet 18 mennesker livet. Der ferja senker, så er det jo det nesten dypeste Tinnsjøen er. Den er jo 460 meter, så ferja ligger på 430. Men samtidig så er det noe av heldigvis det smaleste sundet. Sånn at de som hørte smellet kom jo raskt til unnsetning med robåter. Og det var heldigvis isfritt den dagen, så det gikk an å ro ut. Da er det jo at folk greier å komme seg opp i båtene og få hjelp til å komme seg i land. La grande priorité des Américains au moment du débarquement, c'est de savoir où en sont les Allemands. Il faut dire que la bombe américaine est presque au point, mais pas encore tout à fait. C'est un immense secret. Mais eux ne savent pas où en sont les Allemands. Les bruits les plus fous courent. Est-ce que les Allemands sont
proche d'avoir cette arme nouvelle et terrifiante. Ils ignorent l'avancée des travaux de Heisenberg et de son équipe en particulier, parce qu'il n'y a plus de contact entre les savants allemands et le reste de la communauté. Le gouvernement américain va mettre en place une cellule scientifique qui va avancer sur le talon des armées américaines pour faire une moisson d'informations scientifiques. Donc, peu après le débarquement en Normandie, va arriver en Europe une mission qui va porter le nom de Alsos, qui est en fait une coopération entre des militaires et des scientifiques, et qui va arriver à Paris fin août 1944, au moment de la libération de Paris. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Au moment où Paris est libéré, où le territoire national est peu à peu libéré de l'occupation allemande, Frédéric Joliot-Curie est reconnu par les Alliés, en premier lieu par les Américains, comme le formidable scientifique qu'il est, comme le résistant qu'il a été pendant les 4 années de l'occupation, mais, alors ça c'est un point tout à fait noir dans son curriculum aux yeux des Américains, comme un membre du Parti communiste. Joliot-Curie, parce qu'il a un passé de communiste et qu'il a cette étiquette-là, n'est certainement pas un homme de confiance de la mission Alsos, même si c'est un savant éminemment respecté. Alors, la mission Alsos est une mission très politique. On sait qu'il faut aller chercher les savants allemands avant que les soviétiques ne mettent la main dessus. Donc on est déjà dans une concurrence interalliée. The Alsos mission consisted in retrieving first and foremost the research equipment and German scientists from where they were. For the Soviet Union, the main purpose was to get to Berlin first in order to be recognized as the great winner of World War II and appear on par with the United States. Nach Ende der Versuche im Felsenkeller haben die Wissenschaftler gemerkt, dass in kürzester Zeit die Alliierten in Haigerloch sein würden und haben dann versucht, ihre Materialien, das Uran und das schwere Wasser, zu verstecken. Weil sie wollten natürlich nach dem Krieg wieder mit ihren Versuchen weitermachen. Ein passendes Versteck für die Uranwürfel fanden sie in der Nähe des Haigerlocher Schlosses, dort unten an der Ecke des Waldrandes. Dort wurden die Würfel in Kisten verpackt und vergraben. Das schwere Wasser wollten sie nicht mit den Uranwürfeln zusammen verstecken, sondern dafür haben sie ein Versteck in einer nahegelegenen Mühle hier bei Haigerloch gefunden. Dort waren Fässer genug und da fielen die Schwerwasserfässer nicht auf. Das Ziel war, nach der Besetzung die Versuche wieder aufzunehmen. Vielleicht war es auch nur ein Traum. Alors, la mission Alsos arrive à Haigerloch en avril 1945 et elle va immédiatement aller voir cette fameuse cavité dans la roche où se trouve ce qu'on appelait à l'époque encore la pile à uranium que Heisenberg avait fait installer à cet endroit. Es ist immer ein Privileg der Sieger, die Geschichte zu schreiben. Und auch Alsos hat Geschichte geschrieben. Alsos hat ja nicht nur die Mission gehabt, deutsche Physiker gefangen zu nehmen und zu schauen, wie weit die Deutschen wirklich waren, sondern Alsos hatte auch als ganz wichtige Aufgabe, eine Desinformation in die Welt zu setzen. Das steht in den Alsos-Papieren drin. Man hat bewusst Desinformationen in die Welt gesetzt, um den potenziellen neuen Konkurrenten, also die Sowjetunion, nicht zu sehr mit Wissen zu versorgen. Ja, also man muss diese Logik des Kalten Krieges mitdenken und darf nicht nur auf das schauen, was Alsos publiziert hat, sondern auch auf das, was Alsos nicht publiziert hat. Und so ähnlich ist es auf russischer Seite auch. Also diese beiden Großmächte haben sich schon bei Kriegsende angefangen zu belauern
und versucht, eigene Erkenntnisse möglichst dem anderen nicht zur Verfügung zu stellen, obwohl sie noch Verbündete waren. Les Américains les troupes américaines qui avaient avancé en Saxe, en Thuringe, et qui, après des arrangements interalliés, savent qu'ils vont laisser ces territoires aux Soviétiques pour en récupérer d'autres, avant de quitter la Saxe et la Thuringe, ramènent massivement vers l'ouest de l'Allemagne et du matériel scientifique et des savants, précisément pour que ça ne tombe pas dans l'escarcelle des Soviétiques. Les Soviétiques font la même chose. Ce sont eux qui ont pris Berlin et ils vont s'emparer du matériel. Ils vont aussi prendre des techniciens, des ingénieurs qui sont là et les amener directement en Union soviétique. Über die russischen Alsos-Missionen war bisher wenig bekannt. In den letzten Jahren sind zahlreiche russische Dokumente erschienen, die sehr deutlich werden lassen, dass sowjetische Physiker und auch der sowjetische Geheimdienst eine recht genaue Kenntnis hatte über die Dinge, die in Deutschland während des Krieges passiert sind. Also der sowjetische Geheimdienst wusste um die Bedeutung von Ryukan, dieser Schwerwasserproduktion, das ist ja zeitig nach Moskau berichtet worden. Die sowjetischen Geheimdienste wussten auch davon, welche Rolle Heisenberg und Weizsäcker spielen. Es gab einen berühmten Spionagering in der Schweiz, die Rote Kapelle. Die hat auch über die Fortschritte in der Kernphysik nach Moskau berichtet. Wir können das heute sagen, weil ein Teil dieser Papiere, die auf dem Schreibtisch von Kurtschatow landeten, zugänglich sind und die kann man analysieren. Also Kurtschatow, das war der Physiker, der das sowjetische Atomprojekt leitete, das auch während des Krieges schon in Gang gesetzt wurde, der hatte ein Einzelzimmer im Kreml bekommen und er war der einzige sowjetische Physiker, dem die Geheimdienstdokumente zugespielt worden sind. Und er konnte dann ziemlich genau einschätzen, wie weit sind die Deutschen, wie weit sind die Amerikaner. Und er hatte eine Kenntnis vom deutschen Projekt, wie es in diesem Detail Alsos nicht hatte. Le CNRS, sur décision de Joliot-Curie, en mai 1945, va décider de monter une mission du CNRS en Allemagne, dirigée par des scientifiques, pour aller mener cette triple mission d'information, de contrôle, mais aussi, il est vrai, de réquisition de matériel. Et une partie du matériel réquisitionné sera ramenée en France, d'ailleurs, ici, à Bellevue, au CNRS, dans ces laboratoires. Je dirais, sur l'instant, il n'y a aucun témoignage direct. Des morts, il y en a un nombre considérable, mais très vite, aux États-Unis, il y a une bataille. Est-ce que notre sécurité doit reposer sur le fait que nous avons la bombe atomique et pas les autres, ou bien est-ce qu'elle doit reposer sur des accords internationaux ? C'est une rupture, là. Manifestement, les Américains choisissent America First et la situation internationale qu'elle se débrouille, et la course aux armements va démarrer. Là-dedans, les Joliot-Curie, tout de suite, ont une position pour la paix. On a besoin d'un organisme spécifique relié à la tête du gouvernement pour traiter des problèmes de développement de ce qu'on appelle maintenant l'énergie atomique. Le CEA est créé le 2 novembre 1945 avec le soutien du général de Gaulle. On est 3 mois après l'utilisation de la bombe atomique au Japon. C'est-à-dire que la force de l'atome, elle est désormais reconnue au niveau international. Et le général de Gaulle, soucieux qu'il est de la grandeur du pays, de l'indépendance nationale, ne peut pas ne pas imaginer
fournir à la France le moyen de se doter d'une telle arme, elle aussi. Mais la première ambition des scientifiques, leur premier objectif, c'est avant tout de doter le pays d'un dispositif de production d'énergie. La première pile atomique française vient d'entrer en fonctionnement au fort de Châtillon. Un bâtiment moderne abrite cette réalisation de la science française qui, après avoir ouvert la voie aux recherches sur l'énergie nucléaire, a maintenant 6 ans de retard sur les réalisations américaines. Pour tenter de combler cet écart entièrement imputable à la guerre et à l'occupation, il a fallu travailler sans relâche à doter la France d'une machine productrice d'énergie atomique. L'équipe réunie par M. Frédéric Joliot-Curie et dont M. Kowarski est l'un des animateurs peut présenter aujourd'hui Zoé, première pile atomique française, à M. Vincent Auriol, venu s'initier au mystère des corps radioactifs. Le président de la République associe Mme Joliot-Curie aux félicitations qu'il adresse au haut-commissaire à l'énergie atomique. Zoé, c'est une pile atomique, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit réacteur nucléaire. Et le nom est un anagramme qui signifie Z comme zéro puissance, c'est-à-dire que c'est un réacteur expérimental de très faible puissance. Le O, c'est pour oxyde d'uranium naturel, c'est le combustible. Et le E, c'est pour eau lourde, puisque c'est le modérateur, l'élément clé de cette fameuse réaction en chaîne. Zoé, c'est le premier réacteur européen et français qui a, comme on a dit à l'époque, cassé le monopole anglo-américain de l'énergie nucléaire. Les connaissances, elles se partagent. Et de ce point de vue, la science est un patrimoine commun de l'humanité. Et il faut le défendre comme tel. Je me réfère toujours à la phrase de Pierre Curie après la découverte du radium, qui est que, en réalité, les découvertes apportent le passé et le monde toujours plus de bien que de mal. Mais bien entendu, les hommes doivent être vigilants pour que le mal ne l'emporte pas.